plus fort. Et bonjour à tous, bienvenue à Dallas, ton univers impitoyable. J'espère que vous avez tous reconnu cette intro. Aujourd'hui, en parlant de Dallas, je me retrouve avec mon Texan préféré, Augustin Gabel. How are you, Augustin Gabel? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, juste avant de démarrer cet épisode, quand même, toi qui nous as déjà chanté du Elvis lors de la preview de Memphis l'année dernière, tu pourrais quand même nous chanter Dallas, ton univers impitoyable, non? Jamais je le fais si tu me le demandes. Merci. Alors, pourquoi D'ailleurs, c'est toi qui es à l'origine de cette intro. Pourquoi tu l'as choisi? Alors oui, Elio, Dallas, ton univers impitoyable, c'est très très simple parce que tout d'abord, les deux équipes que nous allons aborder, TCU et SMU, donc TCU Texas Christian University et SMU Southern Methodist University, sont dans la banlieue de Dallas. Évidemment, c'est une rivalité, la Battle of the Iron Skylets, qui est une rivalité qui existe depuis 1915. Il y a déjà 100 rencontres qui ont eu lieu. Alors, si SMU a gagné les deux derniers matchs, donc en 2019 et en 2021, il n'y a pas eu en 2020 à cause du Covid, c'est TCU qui domine depuis la fin des années 80, parce que je rappelle que SMU a eu une période, une décennie de gloire dans les années 80, qu'on appelait le Pony Express. Mais surtout, si l'univers de Dallas est impitoyable, c'est parce que Sonny Dykes, le coach de SMU, a rejoint une équipe Helio, et c'est laquelle cette équipe? Eh ben, c'est TCU, Texas Christian University, qui se trouve du côté de Fort Worth. Donc, Fort Worth, ça fait partie de toute l'agglomération Dallas-Arlington-Fort Worth. Donc, autant dire que Sonny Dykes, je pense, n'a pas eu besoin de changer de maison pour continuer de coacher. Il est allé chez des voisins. D'ailleurs, il est même arrivé en hélicoptère lors de sa présentation sur le terrain de TCU. TCU qui est le programme que tu vas présenter, Helio. Ouais, tout à fait. Donc TCU hein, qui joue en Big 12, gros programme, on les connaît. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les fans de NFL, ils sortent peut-être un joueur par saison sur le premier ou le deuxième tour en moyenne, hein. Les plus récents sont bien évidemment Jeff Gladney, Rest in Peace, et Jalen Rigor. Alors la saison 2021 de TCU ne s'est pas très bien passée. Ça a été 5 victoires pour 7 défaites, donc 3 victoires et 6 défaites en Big 12, avec des victoires face à California, qui était un très beau match d'ailleurs, 34-32 hein, face aux Golden Bears. Texas Tech, Baylor qui était classé 12e, victoire très surprenante face à Baylor. Kansas et puis des défaites hein, face à du SMU, justement, le voisin dont on va parler tout à l'heure. Texas, Oklahoma, Oklahoma State, etc. etc. Gus, une intersaison un petit peu de dingue pour TCU qui a mis fin à une grande page de son histoire. Évidemment, et la page la plus importante, puisqu'ils ont viré. Non, viré, je pense pas que ce soit le bon mot. On va dire, allez, le contrat a été rompu de manière amiable. Gary Patterson est parti au fait au bout de 8 matchs après 21 ans à la tête des Horned Frogs. Alors 21 ans, c'est énorme pour un coach de college football. Je me demande si c'était pas le coach qui avait, enfin, qui Ouais, était sur la un des streak. plus longs, ouais, sûrement un Ouais, des sur plus la longs. streak la plus longue, je pense. Donc en 21 ans, il a amassé 181 victoires pour 79 défaites. Alors vous allez me dire, 79 défaites, c'est beaucoup, mais il faut voir dans quel état était TCU avant. Et si TCU aujourd'hui est en Big 12, c'est exclusivement grâce à lui, parce que c'est lui qui a fait rentrer TCU dans la Big 12 après la dissolution de la conférence Southwest dans les années 90. TCU avant était notamment Mountain West. Et il a surtout fait faire d'énormes travaux dans la fac, refait le stade, les gymnases, les coins où les étudiants athlètes se retrouvent. D'ailleurs, pour l'anecdote à ce propos, les Saints, là, en début de saison dernière, il y a eu un gros ouragan du côté de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans hein, qui a été assez fatal. Et les Saints étaient partis du coup s'entraîner à TCU sur les practices de TCU. Donc pour dire à quel point c'est à la pointe technologique, en tout cas c'est du niveau NFL, hein, tout ce qu'ils ont au niveau infrastructure. Surtout que TCU est une fac privée. Alors, si on sait qu'il y a certaines petites facs privées avec un petit enrollment qui ont beaucoup de moyens, comme Notre-Dame, évidemment, c'est pas le cas pour le reste. Donc voilà, il a quand même fait des gros travaux pour ce programme, mais surtout au niveau sportif, il a quand même sorti 4 saisons dans le top 10 de l'IPPOL avec notamment 2 runs qui sont très très connus. Alors déjà, cette victoire face à Wisconsin en 2010 lors du Rose Bowl,
qui leur permettent d'arriver dans le top 5. Je me demande s'ils sont pas arrivés deuxième ou troisième, bref. Et la victoire au Peach Bowl 2014 face à Ole Miss, où là ils sont arrivés cinquième au pied des playoffs. Et évidemment, la victoire, je crois que c'était l'Alamo Bowl 47-41 face à Oregon, qui est aussi l'un des matchs du siècle en college football. Alors, il est remplacé par Sonny Dykes, l'ancien coach de SMU, hein, qui a un bilan de 30 victoires, 18 défaites et 4 bowls avec les Mustangs. Évidemment, il va amener avec lui son coordinateur offensif à SMU, Garrett Riley, et il ramène le defensive coordinateur de Tulsa, Joe Gillespie, qui avait été notamment coach pendant une petite dizaine d'années de Stephenville High School, où il avait pu développer Jared Stidham et d'autres joueurs à Tulsa, notamment qui sont allés en NFL. Je pense à Zaven Collins ou le defensive tackle, je crois que c'est Jackson Player qui est parti à Baylor. Alors, Elio, du côté des comités de transfert, TCU, c'est quand même un programme qui recrute plutôt bien, mais qui développe surtout bien aussi. Ouais, totalement. Tout à l'heure, j'ai donné quelques noms des joueurs sortis récemment. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, on revient au même fait, c'est que est la seule université avec SMU, grosse université de football dans l'agglomération de Dallas, qui est une des plus grosses du pays. Tout ce qui est Texas Tech, Texas, ça se trouve loin en réalité. Texas A&M également, ça se trouve très loin. Donc, il y a de quoi recruter localement et avoir des bons joueurs assez intéressants. Donc là, par exemple, c'est la 45e classe cette année au Composite, mais surtout 47, sur qui je me base un petit peu plus, c'est la 28e. Donc, c'est pas si mal. Il y a 4 étoiles, 14 transferts également, parce que comme d'habitude, nouveau coach dit nouveau transfert. Mais voilà, il y a souvent des joueurs et des bons joueurs qui arrivent. On va pouvoir en parler justement avec l'attaque, Augustin. Tu peux me les Euh, citer? ouais, je vais te citer ça. Déjà, alors, au poste quarterback, pour revenir déjà au poste principal, on aura une bataille entre Max Duggan, qui est un quarterback senior titulaire lors des 3 dernières saisons des Hornet Frogs. Hein. Il cumule 5600 yards, 41 touchdowns pour 20 interceptions, plus 19 touchdowns à la course. Hein. Il est dangereux un petit peu sur les deux phases qu'un QB peut développer. Il a pour principal concurrent Chandler Morris, qui est un redshirt freshman, qui était un ancien d'Oklahoma. Donc voilà, déjà, tu vois, tu recrutes bien. Il a lancé 461 yards, il a couru pour 70 yards et 3 touchdowns en tout, hein, 2 à la course non, 2 à la passe et 1 à la course face à l'énorme défense de Baylor. Donc pour la belle victoire face à Baylor qui était classé 12e au top 25 et qui avait une des meilleures défenses du pays. Ils ont un très bon jeu à la course et justement, ils avaient réussi à recruter Zach Evans, le running back 5 étoiles qui était le deuxième meilleur running back l'année dernière. Donc encore une fois, excellent dans le recrutement, mais malheureusement, il a transféré du côté d'Ole Miss. Alors il a eu quelques soucis, je pense, un petit peu extra-sportifs. Il sera plus là pour cette année, mais il a déjà un bon suppléant. Il y a Kendre Miller qui sort d'une bonne saison avec 7 touchdowns. Il y a aussi l'arrivée d'Emani Bailey qui était à Louisiana l'année dernière, qui a couru pour 640 yards et 8 touchdowns. Et puis, il y aura Emery Demercado, qui est un des meilleurs coureurs de l'équipe avec beaucoup d'expérience, qui court pour énormément de jeux depuis 4 ans. Voilà, donc ça sera un jeu à la course assez surdéveloppé. Mais il y aura également un jeu à la passe qui pourra être très intéressant parce qu'on aura Quentin Johnston dans les airs qui était First Team All Big 12 l'année dernière et qui a annoncé clairement comme un premier tour de draft en 2023. Il est ultra athlétique, il est grand, il est rapide. En plus, il sera aidé par 2 très bons slot receveurs. Il y a une belle escouade de receveurs en général. Donc, ça peut jouer un petit peu à la course comme à la passe pour TCU. Il y a pas mal d'options. Et la O-line sera en plus pas mal d'expérience, plus quelques transferts également de joueurs expérimentés. Donc, normalement, ça devrait être une attaque bonne et intéressante. Voilà. Il n'y a pas forcément de gros points faibles. Encore une fois, on est sur une équipe bien construite. Gus, la défense, elle risque un petit peu de changer également, je pense. Patterson, il fait partie de ses premiers entraîneurs en fait à avoir mis 5 DB derrière, et c'est d'ailleurs pas anodin. Ça explique pourquoi TCU a sorti des très bons DB ces dernières années. Tu parlais de Gladney, enfin là tu en avais aussi un l'an dernier, mais dont j'ai oublié le nom. Euh, la nouvelle défense, donc sous Joe Gillespie, l'ancien coordinateur défensif de Tulsa, sera en 3-3-5. Euh, Quels sont les joueurs? Quels sont les joueurs intéressants à suivre? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Déjà, sur la D-line, bon, on a Ochon Mathis, le DN qui est parti à Nebraska, qui était vraiment
le joueur star de la D-line. Mais là, on a quand même un gros changement avec 3 defensive tackles cette fois-ci. On aura Sonu Mizi en numéro 1 qui devra assurer le rôle central, qui est un petit peu un des plus expérimentés. Mais on va passer à côté de lui des DN, on va les passer en mode tackle comme Dylan Horton, qui est un joueur très attendu, qui a été auteur de 51 plaquages et 4 sacs l'année dernière. Voilà, plus quelques joueurs sous transfert et des jeunes joueurs. Donc, on a une D-line à former, mais on a déjà l'idée de comment on va l'utiliser. Il y a un bon corps de linebacker, très bon corps même, avec des anciens transferts et des transferts actuels qui sont assez impressionnants. On a notamment Hodge qui vient de Navy, qui était le meilleur plaqueur là-bas, je crois, en tout cas un des meilleurs linebackers. Il y a un ancien 5 étoiles de LSU également. Donc voilà, il y a pas mal de monde. C'est un corps qui est assez stack. Et puis il y a bien évidemment le senior, le patron, Dean Winters, qui a été qui a été le meilleur plaqueur de l'équipe avec 74 plaquages et 2 interceptions dans les airs, donc intéressant à défendre contre la passe. Et en parlant de défense contre la passe, le post DB c'est pareil, enfin les post DB ça sera assez stack. On a déjà Trevius Hodge Tomlinson, le cornerback senior qui était first team All Big 12 l'année dernière. 41 plaquages, 7 pas de deflection, 2 interceptions. Pareil, encore une fois, c'est un DB qui peut sortir parce que TCU sort régulièrement des DB, donc c'est un DB qui peut sortir encore l'année prochaine. Il sera aidé d'un corps assez deep et d'expérience. Et au post safety, il y a pas mal d'options assez expérimentées. Et la défense, elle est un petit peu à l'image de l'attaque. Elle est globalement bonne et ancrée pour entrer dans le jeu du nouveau défensif coordinateur Joe Gillespie. Donc, c'est une équipe globalement qui est plutôt homogène. Il n'y a pas de gros défauts. C'est pas non plus une équipe excellentissime. Mais voilà, il n'y aura pas énormément de trous et on va voir avec ce calendrier si c'est possible d'obtenir un bowl cette année, Gus. Vous connaissez la chanson en Big 12, 3 matchs hors conf, puis après, t'enchaînes tout le reste, les 9 autres équipes, pardon, d'affilée. Alors, il y aura un déplacement à Colorado, à Boulder. Ça devrait être une victoire. À Tarleton State en FCS. Puis, après une semaine de bye week, ils iront affronter SMU à Dallas. J'allais dire, mais non, c'est trompeur de dire à Dallas. Allez, TCU, c'est Fort Worth et SMU, c'est Dallas. Pour la Battle of Iron Skylet. Et puis après, ça réceptionne Oklahoma, Oklahoma State, Kansas State, Texas Tech, aussi Iowa State, pardon. Je trouve que c'est un calendrier qui est plutôt à leur avantage. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Elio. Moi, je partirais sur un bilan de 6-6. Je pense qu'il y a des très bons joueurs, notamment en attaque. Alors, malgré les quelques pertes en défense, ils ont bien compensé sur le portail des transferts, comme tu as dit. Euh, Évidemment, les défaites face aux grosses équipes, Oklahoma State, Texas ou Baylor, ça risque d'être sûr. Ils en lâcheront forcément. Allez, un autre et encore un autre, peut-être 2 matchs supplémentaires. Donc voilà, on arrive à 6-6, ce qui leur permet de se qualifier en bowl. Ouais, je suis exactement sur la même lancée, 6-6 en bowl. Ouais, t'as du Oklahoma, Oklahoma State, Texas, Baylor, Iowa State. Et t'auras sûrement une autre équipe, du SMU, du Kansas State, tu vois. Donc, ouais, je pense que déjà aller en bowl pour une première saison, je trouve ça très très bien. Quand t'as tout un coaching staff qui change, tu peux pas tout mettre en place d'un coup, évidemment. Et même s'il y a des qualités pour cette équipe, je pense que voilà, faut laisser le temps au temps et puis on verra comment ça se passe. Mais TCU, je me fais pas trop de soucis pour eux sur les 2-3 prochaines années, sachant que c'est Sonny Dykes aux commandes et que c'est une excellente recrue pour le poste de head coach. Justement, on va parler de son ancienne équipe, Gus, et on va parler des Mustangs de Southern Methodist University, SMU. Moi aussi, je confonds toujours avec South ou Southern. Yeah, ouais. Bref, on part à Dallas. En 2021, Sonny Dykes et Enco ont fait 8 victoires et 4 défaites, dont un 4-4 en American Athletic Conference, avec notamment 7 victoires face à TCU. La saison avait très très bien commencé, hein, avec notamment Tanner Mordecai et le tight end Grant Calcaterra, puisqu'à un moment de la saison, il était à 7-0 avant de commencer à perdre, d'enchaîner les défaites quand le calendrier s'est compliqué, notamment face à Houston, Memphis, Cincinnati et Tulsa, qui a fait une très très bonne fin de saison l'an dernier, qui sont qualifiés de justesse d'ailleurs pour un bowl. À propos de bowl, SMU s'est qualifié pour le Fenway Bowl face à Virginia, mais qui a été annulé à cause du Covid.
Au niveau de l'intersaison, vous commencez à l'entendre beaucoup depuis le début de la preview, mais évidemment, Sonny Dykes est parti à TCU. En 5 ans à SMU, il a eu un bilan de 30 victoires pour 10 défaites et 4 qualifications en bowl. Il est remplacé par un nouvel head coach, évidemment, en la personne de Rhett Lashlee, qui était le coordinateur offensif de Miami l'an dernier, mais qui avait déjà fait une pige en tant que coordinateur offensif à SMU en 2018 sous Sonny Dykes. Ça sera son premier poste de head coach. Évidemment, ça s'est accompagné d'un renouvellement complet du coaching staff avec un nouveau coordinateur offensif et coordinateur défensif. Le nouveau coordinateur défensif, c'est l'ancien tight end coach de Missouri, Casey Woods. Et le nouveau coordinateur défensif, c'est Scott Simons, le défensif coordinateur de Liberty. Et évidemment, maintenant, mais je crois qu'on dit ça à chaque preview pour quasiment toutes les équipes, euh, ça s'accompagne forcément de beaucoup de transferts. Il y en a 16 au 20 juin. Voilà. En 2022, euh, vous savez, SMU, c'est une équipe qui est franchement réputée pour son attaque. Ils ont toujours eu des attaques explosives avec notamment des quarterbacks qui lancent beaucoup. Je pense que 2022 ne va pas déroger à la règle qu'ils se sont fixés. Je dois juste mentionner que Rhett Lashlee va appeler les jeux comme il faisait à Miami. C'est bien, ça va lui permettre de rester un petit peu dans son rôle de coordinateur, lui qui sera novice en tant que head coach. Et, Le, et puis, et puis en plus, Lashley, il faut pas oublier, hein, mais l'année dernière, si Tyler Van Dyke, qui sort un petit peu de nulle part, fait une très grosse saison, c'est un petit peu parce que Rhett Lashley appelle ces jeux-là. Et que le quarterback dont tu vas parler à l'instant est un petit peu sur le même style de jeu que Van Dyke. Oui, puisqu'il s'agit de Tanner Mordecai, qui sera senior cette année et qui était à Oklahoma. C'est un transfert d'Oklahoma en 2021 à SMU. Enfin, transfert d'Oklahoma qui est arrivé du coup en 2021, vous me suivez, qui a fait l'an dernier 3628 yards et lancé 39 touchdowns. 39 touchdowns, c'est beaucoup. Je me demande qui a fait mieux à part Bryce Young. Tiens, tu peux aller vérifier, Elio, le temps que je termine l'attaque, s'il te plaît. Yes. Le quarterback backup, ça sera Preston Stone. Alors, Preston Stone. T'es quand même dur parce que t'as oublié Bailey Zapp, quand même. Ah oui, évidemment, Belisab, ça allait de soi, mais je t'avoue, j'ai complètement oublié. Bref, le quarterback backup, vous le connaissez si vous suivez le recrutement, c'est Preston Stone, qui était le 111e joueur de la classe 2021 et le 15e quarterback. C'est énorme de recruter un mec comme ça quand tu es SMU. Et lui, il sera titulaire en 2023, mais les doigts dans le nez. Évidemment, je pense pas qu'il prendra on va dire le poste de Mordecai. C'est important quand tu es head coach pour ta première année d'avoir un mec qui a de l'expérience et qui connaît déjà l'attaque. Mais c'est une concurrence qui est bienvenue parce que ça va leur permettre à eux deux de se tirer un petit peu la bourre. Et ça sera facteur de stabilité évidemment, puisque si jamais Mordecai se blesse ou déçoit, il y aura toujours Stone derrière pour reprendre le relais. Au niveau des receveurs, Danny Gray et Reggie Robertson sont partis en NFL. C'était des putains de joueurs, franchement. Euh, je m'en souviens, ouais, la saison Covid, ça faisait partie SMU faisait partie des premières équipes à avoir joué et c'était vraiment impressionnant. Donc il est allé sur le portail des transferts pour donner à manger à Mordecai. Alors, il est allé chercher Beau Corrales du UNC qui est très expérimenté. Jack Bailey qui arrive de Rice et qui a un gros potentiel malgré le quarterback qui était dégueulasse là-bas. Rice, Elio, c'est la banlieue de. Ah, c'est où d'ailleurs Rice? Ah, attends, mais et si Rice, c'était C'est pas aussi la banlieue de Dallas? Si, c'est vers, ouais, alors c'est vers Dallas, mais Ouais, c'est mais pas. Rice, c'est un petit poussé. C'est la meilleure fac du Texas académiquement, par contre. Même devant Texas, je pense. Oui, 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 ouais, ouais, c'est ah oui, académiquement, oui, c'est la meilleure fac du Texas, oui. Et aussi Fac privée. Dorno de Mississippi State. Alors, ces trois-là ne seront pas Et le on dit des receveur bêtises, numéro un. excuse-moi, Rice c'est à Houston, voilà. Ah oui, voilà, évidemment, oui, c'est à Houston. Bah oui, parce que avec le match, notamment, je crois que c'était Rice, Texas, et qui avait lieu à Houston avec Kennedy, un Game C'est of ça. the Century. Je crois que c'était en 1969, bref, c'est pas très important. Mais le receveur numéro un, ça sera Rashee Rice, un senior qui était à 670 yards et 9 TD l'an dernier. Voilà, ce sera lui le go-to guy de Tanner Mordecai, ça rime. Chez les running backs, et là c'est vraiment trop cool, il y a l'arrivée de Camar Wheaton, ancien 5 étoiles d'Alabama en 2021, qui a été viré du programme. J'ai pas envie de dire de bêtises, alors je sais pas s'il a été viré pour des raisons extrasportives ou pour une blessure. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a eu une blessure assez sale, euh, de façon à ce que Saban ne veuille plus de lui, enfin, si on peut le dire comme ça. Mais voilà, c'est un joueur ultra talentueux et ça peut être super cool de voir ce que ça donne à SMU.
Et sur la O-line, tu as l'arrivée de 2 transferts qui étaient assez cotés sur le portail des transferts avec Joseph Bissinger de Virginia et Owen Condon, pas Condom, Elio, je sais que tu as pensé à ça, en provenance de Oh. Georgia. Alors, qu'en sera-t-il de la défense, Elio? Parce que, comme je l'ai dit au départ, SMU, c'est un programme réputé pour son attaque. Maintenant, si tu vas aller viser le titre en Athletic American Conference, il va falloir que la défense suive le rythme donné par l'attaque. Bah, encore une fois, nouveau coordinateur défensif, hein, Scott Simons, donc qui a eu des très bonnes défenses à Liberty, qui connaît plutôt bien son métier. Il aura une D-line qui sera très expérimentée et qui sera emmenée par 4 seniors, notamment Cox, Wiley, Chapman et Levelstone, qui cumulent à eux tous de nombreux sacs et plaquages en 2021. C'est vraiment une très belle D-line. Il y aura également le français, Junior Ao, qui a été auteur d'un excellent spring game avec 3,5 sacs officiellement. Lui nous a dit, parce que c'est lui qui nous a communiqué, il nous a dit que c'était 6 sacs. Mais voilà, un spring game, on peut trop jamais savoir parce que tu peux pas toucher le quarterback, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, une très bonne D-line qui s'annonce. Junior Hall français, n'hésitez pas à aller suivre et check ses performances. Il a reçu pas mal de louanges d'ailleurs de Scott Simons, hein. Au post linebacker, il y aura 2 linebackers titulaires qui sont partis, mais il y aura Jimmy Phillips, le super senior qui est de retour et qui était le deuxième meilleur plaqueur l'année dernière. 3 linebackers plutôt expérimentés qui arrivent en transfert, hein, de Oklahoma State, de Minnesota d'Illinois State. Donc toujours intéressant d'avoir des mecs qui connaissent le terrain, même s'ils ont transféré. Par contre, le poste DB, c'est assez sympa. Il y a Trevor Denball, cornerback, qui est parti en NFL, cornerback principal. Mais il va bien être suppléé. Il y aura Brian Massey, qui est un cornerback junior, et Jory Rogers, le cornerback sophomore, qui vont le remplacer plutôt efficacement, hein. Ils ont été auteurs de 14 pass deflection cumulés à eux deux, plus une interception l'année dernière. Ils vont devoir être un petit peu plus efficaces, hein, pour vraiment catcher le ballon et intercepter. Mais voilà, il y a de quoi faire quand même. Il y a le safety senior Chase Cromartie qui est de retour aussi, mais qui aura un petit peu de compétition à son poste, avec notamment 2 arrivées sur le portail des transferts et principalement Chris Adimora, qui était un ancien 4 étoiles, je crois, un des meilleurs safety de sa QV à Texas. Donc voilà, une défense qui ne devrait pas faire des étincelles, mais qui devrait être efficace. J'ai pas envie de trop m'ambiancer dessus, mais quand même, il y a beaucoup d'expérience, donc pourquoi pas avoir. Et on va tout de suite le vérifier avec ce calendrier, Gus. Ouais, évidemment. Comme vous le savez, j'ai déjà dit, mais ils sont en American Athletic Conference. Vous savez, la conférence de Houston et Cincinnati notamment. Il y aura 3 matchs interconf face à Lamar, Maryland et à College Park dans le Maryland, ton équipe favorite, et évidemment TCU comme tous les ans. Puis après, North Texas, Navy, Cincinnati, tout ça, Houston, UCF, South Florida, Tulane et Memphis. Alors l'avantage cette année, c'est qu'ils recevront TCU, Navy, Cincinnati, Houston et Memphis. En fait, tout simplement les meilleures équipes, hormis Maryland sur leur calendrier. C'est une très très bonne nouvelle euh, de jouer à domicile quand. Bon, faut dire que le stade est pas souvent rempli, mais c'est toujours un plus. Toi, tu vois quel bilan, Elio? Ah bah écoute, un bilan de 8-4, je te dirais, parce que je vois des défaites. Alors face à TCU, je vois TCU éventuellement en plus fort, mais bon, ça se joue à la limite. Cincinnati, bien évidemment, malgré toutes les pertes de Cincinnati. Puis après, voilà, tu as des équipes genre Maryland, le déplacement chez nous, il risque d'être quand même très compliqué. Tu as UCF, tu as Houston, qui sont des bonnes équipes. Memphis, des fois, qui peut te sortir un match assez incroyable. Navy qui peut être très gênant également, même si ça se joue à domicile. Voilà, donc je sens bien quand même que ce soit pas la saison parfaite. Encore une fois, changement de tout le coaching staff, etc. Pas mal de turnover. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi avoir un bilan positif et partir en bowl. De là à faire une saison quasi parfaite, j'y crois pas trop. Toi, Gus, tu penches un peu comme moi, non? Bah, en fait, je trouve que le roster est très talentueux, donc c'est pour ça que je pars aussi sur un 8-4. Et bah voilà. Donc 8-4, on part sur 2 équipes, hein, du côté de Dallas qui iront éventuellement en bowl. En tout cas, on leur souhaite. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis Gus, merci à toi, merci à tous. À la prochaine tout le monde. Salut à tous, salut Elio.